La Sicile, Guy de Maupassant, édition Magellan et compagnie. La Sicile. On est convaincu en France que la Sicile est un pays sauvage, difficile et même dangereux à visiter. De temps en temps, un voyageur qui passe pour un audacieux s'aventure jusqu'à Palerme et il revient en déclarant que c'est une ville très intéressante. Et voilà tout. En quoi Palerme et la Sicile tout entière sont-elles intéressantes ? On ne le sait pas au juste chez nous. À la vérité, il n'y a là qu'une question de mode. Cette île, perle de la Méditerranée, n'est point au nombre des contrées qu'il est d'usage de parcourir, qu'il est de bon goût de connaître, qui font partie, comme l'Italie, de l'éducation d'un homme bien élevé. À deux points de vue cependant, la Sicile devrait attirer les voyageurs, car ses beautés naturelles et ses beautés artistiques sont aussi particulières que remarquables. On sait combien est fertile et mouvementée cette terre, qui fut appelée le grenier de l'Italie, que tous les peuples envahirent et possédèrent l'un après l'autre, tant fut violente leur envie de la posséder, qui fit se battre et mourir tant d'hommes, comme une belle fille ardemment désirée. C'est autant que l'Espagne, le pays des oranges, le sol fleuri dont l'air au printemps n'est qu'un parfum, et elle allume chaque soir au-dessus des mers le fanal monstrueux de l'Etna, le plus grand volcan d'Europe. Mais ce qui fait d'elle avant tout une terre indispensable à voir et unique au monde, c'est qu'elle est d'un bout à l'autre un étrange et divin musée d'architecture. L'architecture est morte aujourd'hui, en ce siècle encore artiste pourtant, mais qui semble avoir perdu le don de faire de la beauté avec des pierres, le mystérieux secret de la séduction par les lignes, le sens de la grâce dans les monuments. Nous paraissons ne plus comprendre, ne plus savoir que la seule proportion d'un mur peut donner à l'esprit la même sensation de joie artistique, la même émotion secrète et profonde qu'un chef-d'œuvre de Rembrandt, de Velázquez ou de Véronèse. La Sicile a eu le bonheur d'être possédée tour à tour par des peuples féconds, venus tantôt du nord et tantôt du sud, qui ont couvert son territoire d'œuvres infiniment diverses, où se mêlent d'une façon inattendue et charmante les influences les plus contraires. De là est né un art spécial, inconnu ailleurs, où domine l'influence arabe au milieu des souvenirs grecs et même égyptiens, où les sévérités du style gothique apporté par les Normands sont tempérées par la science admirable de l'ornementation et de la décoration byzantine. Et c'est un bonheur délicieux de rechercher dans ces exquis monuments la marque spéciale de chaque art, de discerner tantôt le détail venu d'Égypte, comme l'ogive lancéolée qu'apportèrent les Arabes, les voûtes en relief ou plutôt en pendentif, qui ressemblent aux stalactites des grottes marines, tantôt le pur ornement byzantin ou les belles frises gothiques qui éveillent soudain le souvenir des hautes cathédrales des pays froids, dans ces églises un peu basses, construites aussi par des princes normands. Quand on a vu tous ces monuments qui ont, bien qu'appartenant à des époques et à des genres différents, un même caractère, une même nature, on peut dire qu'ils ne sont ni gothiques, ni arabes, ni byzantins, mais siciliens. On peut affirmer qu'il existe un art sicilien et un style sicilien, toujours reconnaissable et qui est assurément le plus charmant, le plus varié, le plus coloré et le plus rempli d'imagination de tous les styles d'architecture. C'est également en Sicile qu'on retrouve les plus magnifiques et les plus complets échantillons de l'architecture grecque antique au milieu de paysages incomparablement beaux. La traversée la plus facile est celle de Naples à Palerme. On demeure surpris en quittant le bateau par le mouvement et la gaieté de cette grande ville de 250 000 habitants, pleine de boutiques et de bruit, moins agitée que Naples, bien que tout aussi vivante. Et d'abord, on s'arrête devant la première charrette aperçue. Ces charrettes, de petites boîtes carrées haut perchées sur des roues jaunes, sont décorées de peintures naïves et bizarres qui représentent des faits historiques ou particuliers, des aventures de toute espèce, des combats, des rencontres de souverains, mais surtout les batailles de Napoléon Ier et des croisades. Une singulière découpure de bois et de fer les soutient sur les cieux, et les rayons de leurs roues sont ouvragés aussi. La bête qui les traîne porte un pompon sur la tête et un autre au milieu du dos, et elle est vêtue d'un harnachement coquet et coloré, chaque morceau de cuir étant garni d'une sorte de laine rouge et de menus grelots. Ces voitures peintes passent par les rues, drôles et différentes, attirent l'œil et l'esprit, se promènent comme des rébus qu'on cherche toujours à deviner. La forme de Palerme est très particulière. La ville, couchée au milieu d'un vaste cercle de montagnes nues, d'un gris bleu nuancé parfois de rouge,
est divisée en 4 parties par 2 grandes rues droites qui se coupent en croix au milieu. De ce carrefour, on aperçoit par 3 côtés la montagne, là-bas, au bout de ces immenses corridors de maisons, et par le 4e, on voit la mer, une tache bleue, d'un bleu cru qui semble tout près, comme si la ville était tombée dedans. Un désir hantait mon esprit en ce jour d'arrivée. Je voulais voir la chapelle palatine, qu'on m'avait dit être la merveille des merveilles. La chapelle palatine, la plus belle qui soit au monde, le plus surprenant bijou religieux rêvé par la pensée humaine et exécuté par des mains d'artistes, est enfermée dans la lourde construction du Palais Royal, ancienne forteresse construite par les Normands. Cette chapelle n'a point de dehors. On entre dans le palais, où l'on est frappé tout d'abord par l'élégance de la cour intérieure entourée de colonnes. Un bel escalier à retour droit fait une perspective d'un grand effet inattendu. En face de la porte d'entrée, une autre porte, crevant le mur du palais et donnant sur la campagne lointaine, ouvre soudain un horizon étroit et profond, semble jeter l'esprit dans des pays infinis et dans des songes illimités par ce trou cintré qui prend l'œil et l'emporte irrésistiblement vers la cime bleue du mont aperçu là-bas, si loin, au-dessus d'une immense plaine d'orangers. Quand on pénètre dans la chapelle, on demeure d'abord saisi comme en face d'une chose surprenante dont on subit la puissance avant de l'avoir comprise. La beauté colorée et calme, pénétrante et irrésistible de cette petite église, qui est le plus absolu chef-d'œuvre imaginable, vous laisse immobile devant ces murs couverts d'immenses mosaïques à fond d'or, luisant d'une clarté douce et éclairant le monument entier d'une lumière sombre, entraînant aussitôt la pensée en des paysages bibliques et divins où l'on voit, debout, dans un ciel de feu, tous ceux qui furent mêlés à la vie de l'homme-dieu. Ce qui fait si violente impression produite par ces monuments siciliens, c'est que l'art de la décoration y est plus saisissant au premier coup d'œil que l'art de l'architecture. L'harmonie des lignes et des proportions n'est qu'un cadre à l'harmonie des nuances. On éprouve en entrant dans nos cathédrales gothiques une sensation sévère, presque triste. Leur grandeur est imposante, leur majesté frappe, mais ne séduit pas. Ici, on est conquis, ému par ce quelque chose de presque sensuel que la couleur ajoute à la beauté des formes. Les hommes qui conçurent et exécutèrent ces églises lumineuses et sombres pourtant avaient certes une idée tout autre du sentiment religieux que les architectes des cathédrales allemandes ou françaises, et leur génie spécial s'inquiéta surtout de faire entrer le jour dans ces nefs si merveilleusement décorées, de façon qu'on ne le sentit pas, qu'on ne le vit point, qu'il s'y glissa, qu'il effleura seulement les murs, qu'il y produisit des effets mystérieux et charmants, et que la lumière sembla venir des murailles elles-mêmes, des grands ciels d'or peuplés d'apôtres. La chapelle palatine, construite en 1132 par le roi Roger II, dans le style gothique normand, est une petite basilique à 3 nefs. Elle n'a que 33 mètres de long et 13 mètres de large. C'est donc un joujou, un bijou de basilique. 2 lignes d'adorables colonnes de marbre, toutes différentes de couleur, conduisent sous la coupole d'où vous regarde un Christ colossal entouré d'anges aux ailes déployées. La mosaïque qui forme le fond de la chapelle latérale de gauche est un saisissant tableau. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.